Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler de pétrole, d'abord pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé récemment avec les prix du baril qui sont devenus négatifs sur les futurs de mai, comme vous l'avez sans doute entendu un petit peu partout, et voir au-delà de cet événement assez extraordinaire, quelles peuvent être les tendances des mois et des années à venir pour le marché pétrolier. Alors d'abord sur les prix négatifs, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut arriver à une telle situation? C'est tout simplement qu'on a eu un gros excès d'offres par rapport à la demande et un problème de stockage en fait. Donc il y a pas mal d'acheteurs sur les marchés pétroliers à terme qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas par exemple des sociétés de raffinage qui ont besoin d'acheter du pétrole pour leurs besoins de transformation, mais de simples spéculateurs. Et ces spéculateurs, ils n'ont pas du tout l'intention de se faire livrer du pétrole chez eux. Ça leur coûterait évidemment très cher de payer le prix du transport des barils jusqu'à leur domicile ou jusqu'à un endroit de leur choix. Du coup, si les capacités de stockage sont saturées, ils vont être prêts, ils vont devoir payer extrêmement cher pour trouver encore quelque part des capacités de stockage pour ne pas se faire livrer leurs barils. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On a eu l'échéance des futurs de mai qui a approché. Les acheteurs, à ce moment-là, ils ont deux choix lorsque l'échéance arrive. Soit ils trouvent rapidement quelqu'un qui revendre leur baril, donc un autre acheteur, et là, il n'y en avait quasiment plus parce qu'on avait un large excès d'offres par rapport à la demande. Soit ils essayent de rouler l'échéance du futur sur le mois suivant, mais là ça revient au même puisqu'ils vont devoir revendre leur contrat de mai pour acheter celui de juin. Et il y a toujours le problème de stockage. Du coup, il y a eu ça a coincé et on a eu ces prix négatifs vraiment bizarres qui se sont produits. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur les mois à venir? À mon avis, on va avoir deux grands paliers. Il y a un palier de court terme de l'ordre de 3 mois où on aura le pic de la crise liée au coronavirus proprement dit et le maximum de demandes en pétrole détruite par les décisions de l'ensemble des États qui enferment plus ou moins chez eux leur population. Alors ces mesures, elles commencent à être levées. On peut estimer que sur une échelle de temps de l'ordre de 3 mois, la grande majorité des confinements aura cessé. On aura encore des mesures de distanciation sociale, une chute du trafic aérien par exemple qui va détruire de la demande pétrolière, mais beaucoup moins que maintenant. Donc on aura sans doute d'ici 3 mois un rebond significatif de la consommation de pétrole dans le monde. Au-delà de ces 3 mois, on aura le deuxième palier qui va être dû à la crise économique proprement dit. Alors là, les paris sont très ouverts. Il y a ceux qui pensent qu'on va avoir un rebond en V rapide et donc qu'on va retrouver dès le 3e ou le 4e trimestre 2020 la même demande en pétrole dans le monde qu'on ne l'avait avant le début de la crise. Et d'autres, dont je fais partie, qui pensent que ça va être plus long, qu'après la crise épidémique proprement dite, on va avoir une crise économique assez profonde, qui pourrait être suffisante pour détruire de la demande en pétrole sur une durée de, mettons, 18 mois, voire 2 ans, par exemple. Alors là, vous avez les prévisions de l'Agence américaine de l'énergie, EIA. Elle est clairement en faveur du scénario en V, donc reprise rapide. Vous voyez, on a une forte destruction de la demande en pétrole sur le second trimestre 2020 ici, avec une baisse de consommation de l'ordre de 10 millions de barils par jour. On était un petit peu plus de 100 millions avant le début de la crise, donc l'EIA prévoit que ça chute aux alentours de 87-88 millions. Mais elle voit, dès le 3e trimestre, elle prévoit que l'offre va rebondir suffisamment fortement pour rejoindre déjà la demande et elle prévoit que dès la fin de l'année 2020, en fait, la demande redeviendrait supérieure à l'offre. Donc dans ce scénario, on aurait un rebond quand même assez rapide des prix du baril, sans doute dès le second semestre 2020, et potentiellement en 2021 ici, avec à ce moment-là une demande sensiblement supérieure à l'offre, une hausse marquée des prix du pétrole et un nouveau grand cycle haussier sur le marché pétrolier qui se mettrait en place.
Alors moi, mon estimation, elle est quand même un petit peu différente. Vous avez ici, par exemple, la crise de 2008-2009, hein, la crise financière qui a eu lieu à l'époque. Elle n'avait pas détruit énormément de demandes en pétrole, hein, juste 1,8 million de barils par jour, mais ça avait suffi à provoquer quand même un plongeon des prix du baril assez prolongé. Et je pense que c'est ce qui peut nous attendre dans les trimestres qui viennent. À mon avis, on ne va pas retrouver d'un coup comme ça la consommation de pétrole qu'on avait avant la crise. Le tourisme, il va continuer à être atteint sans doute durablement, hein, pendant une durée au moins jusqu'à la fin de l'année. Pour le reste, l'activité économique, elle va être très impactée, au moins aux États-Unis et en Europe, c'est-à-dire dans les pays qui ont pris les pires décisions face à l'épidémie, hein, c'est-à-dire confinement total. Il y a pas mal de pays en Asie qui ont pris des décisions beaucoup plus intelligentes, hein, comme la Corée du Nord, avec un simple confinement sélectif et du dépistage de masse. Ces pays auront leur économie beaucoup moins affectée que nous, mais bon, rien que sur les États-Unis, l'Europe, on aura quand même une grosse crise économique et par répercussion sur l'ensemble du monde. Donc pour moi, la chute d'activité, elle risque de durer au moins 18 mois. Et le croisement des courbes ici, offre et demande en pétrole, hein, que l'EIA prévoit au troisième trimestre 2020, pour moi, je le verrai plutôt par ici en fin d'année 2021, donc sur une échéance de l'ordre de 18 mois. Ça voudrait dire que jusqu'en 2021, on pourrait avoir un prix du baril qui resterait assez bas, qui fluctuerait dans une fourchette moyenne entre 15 et 30 dollars. Et ensuite, on aurait un puissant redécollage des cours et un nouveau grand marché haussier sur le pétrole. Alors avant d'aborder la seconde partie de cette vidéo, qui est de savoir comment on réagit dans ce contexte sur les valeurs pétrolières et le pétrole, une petite parenthèse sur la situation en Corée du Sud, qui a eu une récession de 1,4% de son PIB au premier trimestre. Ça comparé à ce qu'on attend par exemple en Europe, hein, avec des récessions sur un trimestre qui pourraient atteindre ou dépasser 10%. Vous voyez ici les effets d'une bonne politique sanitaire et économique, politique raisonnée face à la crise, donc pas de confinement total évidemment, pas de destruction de l'économie, simple dépistage massif et confinement sélectif des malades. La Corée du Sud, visiblement, va s'en tirer avec une récession modérée, à peu près comparable ou un petit peu plus forte que la crise financière 2008-2009, mais ça n'aura clairement rien à voir avec la catastrophe économique qui se prépare sur l'Europe et les États-Unis. Alors maintenant, pour se positionner sur le pétrole, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous l'ai dit, on est certainement, ou en tout cas assez probablement maintenant, près d'un point bas sur le cycle pétrolier. Peu importe que ce point bas dure 12-18 mois comme je le pense, ou qu'il ne dure qu'un trimestre comme le pense l'Agence de l'énergie américaine, il y a probablement, si on est investisseur à long terme, au-delà de 2 ans ou 3 ans, il y a probablement une bonne opportunité actuellement et dans les trimestres qui viennent à se positionner sur le pétrole. Vous avez deux grandes familles de solutions, hein, pour ça, qui est de se positionner directement sur le marché pétrolier, d'acheter du baril, soit avec des contrats à terme, soit avec des trackers, hein, comme celui que je vais vous présenter là, ou bien des sociétés pétrolières. Donc sur les trackers, là on a le tracker Oil B ici, ou Oil BP, en fait, qui est Wisdom Tree Brent Crude Oil. C'est un tracker qui réplique plus ou moins les cours des futurs sur le Brent. Alors cet investissement, il a quand même un inconvénient qui est lié à la structure actuelle des marchés de futurs sur le pétrole. Là, je vais être un petit peu technique. On est en situation de fort contango sur les courbes de futurs. Alors, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Le fort contango, ça signifie tout simplement que les échéances lointaines de prix de futures pétrolières sont beaucoup plus chères que les échéances courtes, hein. Puis, par exemple, sur l'échéance d'avril, en ce moment, on est à des prix, sur l'échéance de juin en ce moment, on est à des prix de 14 $, vous voyez ici.
Et très rapidement, dès qu'on décale sur les échéances plus lointaines, les prix montent. En janvier 2021, on est à 30 $. En janvier 2022, à 34,5 $, etc. Alors le souci, c'est que si vous achetez aujourd'hui des barils de pétrole comme ça sur les futurs ou via votre tracker OilBP, vous allez souffrir de ce contango si les prix du spot, donc du cash, ne remontent pas rapidement. Imaginons qu'avec un scénario de crise économique un peu prolongé sur 18 mois, les prix du pétrole restent bas pendant comme ça 12-18 mois. Vous allez devoir payer un gros taux d'intérêt à chaque fois que vous allez changer d'échéance, puisque par exemple, si vous voulez passer de l'échéance juillet 2020 à l'échéance août 2020, vous allez devoir revendre votre contrat juillet 21,7 $ pour racheter celui d'août à 24,6 $. Inutile de vous dire que vous perdez pas mal d'argent dans l'opération et que si vous êtes obligé de renouveler cette chose-là pendant des mois, le bilan il va être quand même très coûteux à la fin, au bout de 18 mois, et vous risquez d'avoir raison un petit peu trop tard. Alors quand on regarde les performances du tracker OilBP par rapport au prix du Brent, au prix spot, bon, ça n'est pas si mal sur le long terme. Vous voyez qu'il suit quand même assez bien le cours du Brent, qui est ici, donc c'est la courbe qui est en violet. Il a même surperformé récemment sur 2019. Alors il a surperformé sur 2019 parce qu'on avait à ce moment-là une situation inverse du contango qui s'appelle backwardation, c'est-à-dire que les prix des échéances court terme étaient alors supérieurs au prix des échéances long terme. Donc quand vous rouliez sur l'échéance suivante, au lieu de perdre de l'argent, à ce moment-là, vous en gagnez. Là, la situation elle est radicalement différente, elle s'est complètement inversée. Donc ce tracker, il risque sur le long terme, tant que le fort contango va durer, de sous-performer nettement le prix du baril. C'est un petit peu ce qui s'était passé sur le marché haussier 2017-2018. Vous voyez que le tracker était constamment en dessous des performances du baril de Brent. Et à ce moment-là, on avait un contango, mais qui était beaucoup moins fort que le contango actuel. Donc là, l'écart de performance entre les deux risque d'être encore beaucoup plus grand sur ce tracker. L'autre problème de ces trackers, c'est qu'en cas de grosses turbulences financières et monétaires, vous êtes exposé au risque de défaut de l'émetteur du tracker, qui est en général une banque. Alors que sur une société pétrolière, ce risque n'existe pas. Si la société a un bilan solide et qu'elle est capable d'encaisser quelques années de vache maigre, et ça se détermine assez simplement par une étude du bilan, vous échappez au risque de défaut bancaire et monétaire. Alors la deuxième alternative qui s'offre à vous pour vous positionner et tirer profit du retournement à venir du cycle pétrolier, du prochain grand cycle haussier sur le pétrole, c'est d'acheter des valeurs pétrolières. Globalement, pour moi, sur le long terme, c'est quand même la solution qui a ma préférence pour le moment. D'abord parce qu'elle est plus simple à gérer que des contrats de futur sur lesquels vous devrez rouler les échéances tous les mois. Si vous êtes positionné à long terme, vous n'allez pas subir la perte de performance dont je vous parlais liée à la structure de fort contango des futurs en ce moment. Et vous pouvez même avoir un levier significatif à la hausse sur les prix du baril si la société pétrolière que vous achetez est vraiment une productrice pure, parce qu'elle a des cash costs quasiment fixes et que la marge qu'elle va réaliser sur le baril va provoquer un effet de levier, va démultiplier la hausse du prix du baril lui-même. Alors maintenant, où on en est au niveau des ratios de valorisation sur les sociétés pétrolières en ce moment, elles ne sont pas chères, clairement. Ici, donc on a le graphique de Total. La plupart des majors européennes ont des ratios de valorisation très raisonnables maintenant. Donc le ratio price to book chez Total, c'est 0,74. Si on enlève les éléments intangibles, c'est un petit peu moins bien. On va regarder ça immédiatement. Donc on est autour, sur le dernier pointage de mon screener, là, Uncle Stock, on est à 1,03, donc on capitalise chez Total sensiblement la même chose que les capitaux propres tangibles.
Le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA qui est donné ici était aux alentours de 4. Donc là aussi, hein, c'est pas cher. On peut considérer qu'en dessous de niveau de 5 à 7, la valeur devient bon marché. Malgré tout, ça n'est pas encore des ratios extrêmement décotés. Hein. On est simplement sur un ratio bon marché sans plus. Parce que faut bien vous dire que l'EBITDA de Total sur 2020, il va s'effondrer. En 2021, ça risque d'être encore un petit peu difficile et on va être sur un ratio réel valeur d'entreprise sur EBITDA bien au-dessus de 4 en fait au final pour 2020 et 2021. Donc est-ce qu'on est vraiment à un point bas sur Total aujourd'hui, à un cours de 32 € ou proche d'un point bas? Je pense pas. Je pense que surtout si on va vers le scénario auquel je m'attends, c'est-à-dire une crise économique, financière qui durerait au moins 18 mois, on aura d'autres accès de faiblesse encore à venir sur le cours des pétrolières comme Total dans les trimestres à venir. Donc vous pouvez commencer à en acheter à chaque fois qu'on va refaire des points bas. On a déjà la référence ici du point bas de mars, hein, en dessous de 25. Si on revient sur ces niveaux, pourquoi pas commencer à constituer des lignes. C'est la même chose sur les autres majors, hein, qui sont les moins chers. Je ne m'intéresse pas trop aux majors américaines en ce moment parce qu'elles ont des ratios de valorisation qui restent beaucoup trop élevés. Je trouve que les majors européennes, principalement Total, BP, Eni, sont meilleures. Bon, pour Eni, c'est un petit peu le même type de valorisation, mais en plus intéressant quand même que Total. Hein, vous voyez, valeur d'entreprise sur EBITDA 2,5. Le ratio price to book à 0,63, donc on est un peu moins cher que Total. BP aussi, BP a des ratios proches de Total. Hein. Donc vous voyez ici le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA 4,8, price to book à 0,77. Donc on peut commencer à en acheter un petit peu, mais il n'y a pas d'urgence majeure non plus, à mon avis, à se précipiter là-dessus. Si on passe sur la valeur dont je parle depuis longtemps sur Objectif Eco, qui est Total Gabon, là les données sont clairement différentes. Hein. Donc vous avez un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA de 0,30. Ça donne quand même une idée de la situation de Total Gabon. Donc là, le ratio il est extrêmement décoté. On va bientôt être sur un ratio négatif si Total Gabon continue à accumuler du cash dans ses comptes. La solidité du bilan aussi fait une énorme différence face aux majors pétrolières. On a un ratio courant de 4. Donc ça signifie, pour ceux qui connaissent mes formations à l'analyse financière, qu'ils ont un petit peu étudié, ça signifie bilan en béton armé absolu, un énorme matelas de trésorerie chez Total Gabon. Et price to book, donc capitalisation sur capitaux propres tangibles, vous voyez 0,25. Donc là, clairement, je dirais que acheter du Total Gabon aujourd'hui, oui, c'est clairement une opportunité. Alors, opportunité majeure pour Total Gabon, oui. Ça ne veut pas dire que vous devez tout de suite mettre 100% de votre patrimoine financier en action Total Gabon. Il y a certains de mes abonnés à la lettre PA ont tout à fait raison de le souligner. Il y a un risque géopolitique. Il n'est pas plus grand au Gabon qu'ailleurs en Afrique, mais bon, il existe. Hein, il y a toujours de l'instabilité dans ces pays. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, c'est bien d'avoir une ligne de Total Gabon, mais c'est pas la peine non plus d'investir tout ce qu'on a dessus maintenant. Il faut toujours avoir un portefeuille un petit peu diversifié. Et si on a un marché pétrolier qui est faible encore, un cycle faible pendant les 12-18 mois, et un marché boursier général qui rechute, et je pense que ça a de bonnes chances d'arriver, on aura d'autres opportunités intéressantes qui vont se présenter sur les valeurs pétrolières et sur d'autres valeurs. Donc vraiment, garder du cash encore, même si on peut commencer à acheter du Total Gabon ou d'autres pétrolières des côtés, garder du cash pour pouvoir profiter des opportunités qui vont s'offrir dans ce marché dans les 12-18 mois qui viennent.
Si vous êtes suffisamment patient, comme ça, sur une échelle de temps de 12-18 mois, ben, au cours des 12-18 mois à venir, vous allez pouvoir vous constituer comme ça un portefeuille de valeurs pétrolières qui va tourner autour de, je sais pas, 5 à 7 lignes par exemple, qui va être suffisamment diversifié, avec dedans des juniors pétrolières comme Total Gabon et des majors pétrolières, hein, ici, qui vont être aussi intéressantes à acheter. Et vous pourrez comme ça profiter pleinement du prochain cycle haussier sur le pétrole. Voilà pour ce point sur la situation des marchés pétroliers. Dans tous les cas, le pétrole reste un secteur clé pour moi dans la crise qui se déroule en ce moment et en tant qu'opportunité majeure et peut-être la meilleure qui soit en sortie de crise pour vraiment profiter de ce qui se passe en ce moment. En tout cas, au sein de ma lettre PEA et au sein de la formation que je propose sur le pétrole et l'or, je suis de très près, évidemment, la situation sur le pétrole et les valeurs pétrolières.